Seconde partie élévation chez Annabelle avec son invitée Yana Biltz. Avec donc ses livres aux éditions Livres du Monde. La fiancée du bout du monde, où on rend compte de tous ces mariages, toutes ces coutumes dans les différents pays de la planète. Et puis précédemment, ce récit de voyage Soleil, Citron Vert, où elle était seule, sans son mari, et où elle s'est promenée surtout en Amérique centrale, Amérique du Sud. Voilà, c'est ça. De belles rencontres. Oui. Très bien. Alors là, je vagabonde sur un projet le long de la route de la soie, qui est une route historique. Vous n'avez pas fini, vous ne pouvez pas poser vos valises une bonne fois pour toutes. Une fois, quand on est parti dans le voyage, oui, c'est plus possible. Oui. C'est un appel permanent, le voyage. Mais est-ce que ce n'est pas une fuite ? Ah non, c'est une quête. Le voyage, c'est une quête d'explorer. Les grands explorateurs avaient ça en eux, ceux qui traversaient les océans parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait quelque chose derrière la montagne, il y avait quelque chose derrière la mer. Ils l'ont fait maintenant, ils l'ont fait. Pourquoi vous voulez le faire, vous ? Mais parce que c'est pas pareil. Quelqu'un qui a vécu, qui a marché sur la route de la soie il y a 300 ans, c'est plus du tout la même histoire. Et si moi, à l'heure actuelle, je décide de traverser toute l'Anatolie, l'ancienne Perse, donc l'Iran, arriver en Arménie, en Géorgie, ensuite traverser jusque tout ce qui est Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, et puis ensuite frôler l'Himalaya, les monts célestes comme Ella Maillard qui avait voyagé en ce temps-là au début du siècle, dans les années 30 plutôt. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire là ? Ah bah ça y est, j'ai déjà amorcé les trois quarts, on va dire. Et puis ensuite d'aller jusqu'en Chine parce que c'est de là partait. Alors moi j'ai choisi de le faire dans le sens d'une occidentale, c'est-à-dire d'Istanbul jusqu'en Chine, à Xi'an. Mais parce que dans l'autre sens, c'était les Asiatiques, les Chinois, qui avaient le secret du verre à soie, de la fabrication, qui voyageaient dans ce sens-là et qui vendaient les soies. Et puis donc ils partaient en caravane, donc ça me fascinait aussi. Ils partaient en caravane, tous ensemble, il y avait les dangers, il y avait des brigands, il y avait les Mongols qui attaquaient. Alors ils dormaient tous dans des caravansérails que j'ai visités d'ailleurs, qu'on en trouve sur la route, parfois très abîmés. Vous voyagez pas en caravane, vous, Yana. Mais bien sûr que non. Oui, mais quand on met les pieds sur une terre aussi, Yannick, on reconnaît quelque part des mémoires, des parties de ce qui a été vécu sur cette terre. Et c'est pour ça que passer par l'expérience, ça permet également d'aller vers la transmission, la véritable transmission de ce qui a été vécu, ressenti dans notre corporalité. C'est la médium qui parle, c'est pas Yana qui peut me dire la même chose. Si. Mais si, en fait, Parce que vous êtes une grande artiste, une grande sensible, vous faites du théâtre, etc. On en parlera dans 2-3 minutes. Voire 30. Mais bon, on en parlera quand même. Et puis, si jamais on n'en veut pas parler, de toute façon, c'est en dessous, il y a le lien du blog de Yana Biltz et il y a toutes les informations. Mais bon, ressentir l'historique des pays. Mais si, c'est ça. Il faut quand même avoir un peu d'imagination, non ? Moi, je sais pas, j'arrive en Tunisie. Il faut avoir une très grande sensibilité. Il faut se connecter simplement. Donc, on a toute cette capacité-là. Mais pas forcément. Un homme peut également développer sa part de féminité, son ressenti, son intuition. Parce que le but pour moi de faire ce voyage, c'était pas de lire, c'était pas de lire plein d'ouvrages sur la route de la soie. Bien sûr, j'avais lu des récits, etc. Est-ce que vous voulez être dedans ? Voilà, je voulais être dedans, mais à cette époque. Et qu'est-ce que moi je vais vivre ? Alors j'avais un sujet, bien sûr, je ne voulais pas faire un livre d'histoire. Je voulais vivre mon expérience, raconter mon récit de voyage. Parfois je visitais des caravansérails, je rencontrais des gens qui collectionnaient des vieux kilim qui sont les tapis par exemple d'Anatolie et qui racontaient toute l'histoire qui était aussi connectée sur la route de la soie. Vous avez fait plein de photos. Mais oui, voilà. Mais moi ce qui m'intéressait, c'est d'être sur cette route et qu'est-ce que ça me fait ? Et d'imaginer... Pierre Loti, il arrivait aussi. Il arrivait dans ces... J'ai vu des photos des lieux où je me suis dit, Pierre Loti était là aussi. Qui est sur ses traces, d'accord. Oui, et j'ai trouvé ça... Et qu'est-ce que ça me fait ? Alors bien sûr, c'est pas la même époque. Évidemment, le monde est très développé. Et je me suis sentie reliée à ces chercheurs, à ces explorateurs, à quelque chose qui n'a pas de prix, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, vraiment du destin sur Terre. Qu'est-ce que je fais moi dans ce monde ? Et c'est comme mon médium de transmettre. Et oui, c'est ça, parce que derrière, il y a transmet, il y a l'écriture, il y a le théâtre. Exactement. Elle en fait des pièces aussi de ces récits de voyage. Il y a une véritable transmission pour apporter quelque part aussi à ceux qui n'ont pas voyagé une forme de transmission de ce qu'elle a vécu. Et on ne peut pas le recevoir pleinement
si la personne qui le raconte ne l'a pas vraiment vécu dans sa chair. Oui, ça c'est impossible. Oui, sinon ce serait je copie ce qu'on a bah oui, exactement. Mais il y en a beaucoup qui font ce genre de prestations, Yann-Éric. Vous avez bien raison. Ceci dit, on regarde votre blog, on lit vos livres, c'est positif à 100%. C'est parce que la c'est planète ça que je est magnifique et merveilleuse. Je regardais, ça, vrai, vous êtes promené en Syrie, je ne sais pas en quelle année, mais magnifique pays. Mais oui, c'était juste avant la guerre. Et oui, c'était magnifique. C'est ça que j'aime beaucoup chez Yana, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment la magie, quelque part, de regarder le monde avec la beauté permanente. Et vous rencontrez que des gens qui sont oui. magnifiquement parce qu'elle regarde le monde avec ce regard de positif. Donc elle attire aussi cette énergie. Mais la pensée positive, ça marche jusqu'à un certain point. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas eu quelques malheurs en Amérique du Sud ou ailleurs. Mais il y a eu je dois dire que quand même. Non. Alors parfois, je voyais quelqu'un dans un village, je voyais qu'il me regardait et j'aimais pas son énergie, donc j'allais pas vers lui. Donc, mais lui, s'il vient vers vous avec un couteau, qu'est-ce que vous faites ça m'est pas arrivé. Jamais. Mais non, ça m'est jamais arrivé. En Syrie, j'ai voyagé toute seule, c'était juste avant la guerre. Et ça marche. Ce pays a été extraordinaire. J'ai un peu retrouvé les 1001 nuits. Les gens qui vous accueillent avec les jardins, avec les citronniers, les orangers, les fêtes, les femmes qui font la danse. Pas de... Mais non, c'était avant la guerre. Oui, mais il peut y avoir un petit peu de bagarre. Mais en fait, bien sûr. Mais moi, j'ai pas vu ça. Bien sûr, je suis consciente, je lis les news. La façon dont on regarde. Voilà. On peut regarder un verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. Et Anna regarde toujours le verre à moitié plein. Voilà, alors j'ai partagé des gens qui avaient envie, qui étaient heureux que je sois là et qui avaient envie de m'emmener en haut dans les ruines romaines, aux portes du désert, qui avaient envie de voilà. Mais j'ai partagé ça avec ma femme aussi en Turquie. On s'est fait enlever carrément. En plus, c'est vrai. Vous n'étiez pas dans l'énergie positive. Et pourtant, on était dans une énergie super positive. Mais ça a pu très mal se terminer. Pas incarné, Yann-Éric. Sinon, ça ne serait pas arrivé. C'est un coup des Atlantes à tous les coups. Mais je crois que je dis que je voyage avec un tour opérateur qui s'appelle Cosmic Tour. C'est un tour opérateur. Alors, c'est invisible, bien sûr, mais j'ai toute une équipe, je ne sais pas, d'anges, de protection. Je suis poussée, je suis guidée, ce qui me permet de faire ce que je fais. Alors, du coup, je recueille des histoires, des contes et légendes, parce que ça, je m'en sers parfois pour des spectacles jeunes publics. Je m'en sers aussi pour des lectures dans des lieux. Et là, j'ai créé un spectacle. Donc, c'était un petit peu le best-of, on va dire, de différents pays, de différents continents, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique. Et les histoires les plus extraordinaires, celles qui sont fascinantes. Et pour nous, occidentaux, qui nous étonnent, qui nous font rire, qui nous surprennent, parfois qui nous dérangent. Et avec une partenaire, on a créé un spectacle. C'est une mise en abîme. Donc, c'est un duo clownesque. C'est très drôle. Pimenté, avec du décalage. Et le thème, ce sont comme si c'était deux conteuses complètement loufoques et déjantées, qui évidemment sont dans un rapport de clownesque, d'opposition. C'est un rôle de composition, il y en a ou... Alors effectivement, on est très, bien sûr, on est très très proche de nos personnages dans la mesure où c'est une forme de clown. Donc le clown n'est pas un personnage. Et puis on a pris vraiment des choses de nous dans cette écoute qu'on a ensemble. Et ces deux conteuses complètement folles racontent au public des histoires. Évidemment, elles se disputent, elles pleurent, elles offrent le thé. Alors évidemment, je vous dis pas qui c'est, elle arrête le spectacle parce qu'elle voit les chakras, les auras, les énergies des gens. Annabelle de Villedieu. Voilà. J'ai un bon modèle. En guest star. Exactement. Donc tout ça fait qu'on raconte ces histoires. Alors bien sûr, il y a une histoire avec un chaman, une histoire avec un marabout, une histoire avec un amant du bout du monde qui vous promet la lune en dansant la salsa. Voilà, et tout ça, ça offre. Parce que l'émotion au théâtre offre le rêve. Ça fait le voyage. Ça offre le voyage. C'est magnifique en plus. Et c'est avec cette partenaire qui est complètement dans un sens quelque part qui est opposé à la vision de Yana et qui ramène à quelque chose. Et ça, alors vous le jouez à Paris, oui, vous tournez en France. Voilà, enfin plus à Paris, dans différents lieux à Paris. Renseignements. Voilà, au théâtre des rendez-vous de l'ailleurs. En tout cas, c'est un très très beau spectacle. Moi, je l'ai vu, c'était vraiment beaucoup de plaisir. Et on a les infos sur le blog. Et on rit, et il y a des moments très profonds d'ailleurs, parce qu'il y a de très beaux textes, de très belles façons. Dès qu'il y a un conte, il y a une deuxième lecture, si je puis dire. C'est très profond aussi, malgré tout, au-delà de ce clown et de ces rires. Oui, on a parlé d'un petit peu de tout, puis en plus on voit que vous êtes artistiquement doué partout, y compris dans la façon de vous habiller. Non, mais c'est un compliment, c'est même pas un compliment, parce que voilà, c'est fabuleux.
Vous êtes bien comme vous êtes maintenant, vous vous êtes trouvé, c'est plus le moment de se promener encore en Syrie ou ailleurs, non? Il faut vous poser au bout d'un moment. Mais ça continuera toujours. Toujours. Vous êtes marié, alors, cette fois en Asie, vous êtes marié encore moult fois ailleurs sur la planète. Vous êtes toujours avec le même homme? Non. Ah. Ah. Et pourquoi? Mais parce que voilà, parfois on n'évolue pas, on s'aime très fort, je vais apprendre rien à personne, mais parfois les chemins prennent des routes différentes. Il était fatigué de se marier, cet homme-là ou... Oui, voilà, on n'était pas plus aux mêmes endroits de nos vies, et puis voilà. On évolue chacun sur des chemins, et parfois on se rencontre, on ne se rencontre plus, et je pense que la relation est également une expérience de vie, quelque part. Est-ce qu'on peut revenir sur le mariage et savoir si sur toute la planète, quelles que soient les cérémonies, les coutumes ou les religions, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a normalement on ne devrait pas faire d'actes sexuels avant le mariage. Normalement, on demande au grand tout, à Dieu, à tout ce que vous voulez, une protection, y compris les ancêtres, pour que l'union soit sacrée et protégée des mauvaises ondes. C'est toujours la même chose. Et normalement, il faut être fidèle l'un envers l'autre. C'est vrai que ça se rejoint beaucoup. Alors, il y a une tribu en Himalaya. Oui. Où il fait extrêmement froid, où c'est les femmes qui épousent, par exemple, 3 frères. Une femme a 3 maris. Pour des raisons de survie, c'est-à-dire que 3 frères qui épouseraient chacun une femme différente, ça serait tellement difficile pour eux parce que chaque famille devrait survivre à moins 40 degrés en hiver, dans un univers tellement hostile en Himalaya. Donc, pour préserver la famille, les 3 frères se marient à une même femme et mettent des petits, quand la femme est occupée avec un des frères, elle met un petit ruban. Un respect, petit ruban, bien sûr. Il y a l'intimité de chacun. Parce que le mariage se fait avec les 3 personnes en même temps. Oui. Alors ça, c'est très rare, mais ça existe. C'était vraiment pour survivre. D'accord. Et les enfants on n'est pas dans l'amour quand même. On est dans maintenant, ça, c'est quelque chose qui est exactement. Tradition et qui sort quand même du contexte. Bien sûr. Du mariage d'amour. Bien sûr. Mais là, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Quoique. Ah, je ne sais pas. Après, c'est sûr que dans le cœur, on peut être dans une forme d'amour inconditionnel et sans limite. C'est sûr. Mais enfin bon, dans la matière... Moi, j'étais très étonnée quand on m'a raconté ça dans un petit village du Nord. J'étais très étonnée. On me racontait, les tribus anciennes vivaient comme ça. C'était voilà. Et je crois que l'être humain a toujours trouvé la force de survivre. Oui, pour la procréation. Alors, bien sûr, moi, je ne suis pas non plus anthropologue, ethnologue. Mon but, par exemple, pour ce livre sur les voyages, c'était pas d'étudier chaque détail pendant des années, de vérifier. Moi, je recevais ce qui se passait dans cette noce, ici et maintenant. C'était cette noce, c'était pas une autre noce quand j'étais là. Et puis vous retranscrivez. Et je racontais, qu'il y avait la cérémonie religieuse, ensuite qu'il y avait la fête, les costumes. Et aussi, c'est mon regard aussi. Comment moi, une autre personne aurait perçu autrement les choses. Et puis ensuite, il y avait la fête. Après, je raconte aussi mon récit de voyage en pirogue sur le Mékong, ou bien au bout d'une île, sur l'île de Nias, au large de l'océan Indien, au bout de Sumatra. Qu'est-ce qui se passe aussi, toutes ces rencontres, les contes et légendes qu'on me raconte. Et puis à nouveau, une envie de se marier. Et puis, comment on se marie? On fait des photos dans un studio, on fait un rituel, on nous dit d'offrir des fleurs à un arbre sacré, de faire tout ça. C'est une belle fête aussi, quelque part. Exactement. De belles coutumes, de beaux habits. Il vous reste quelques fleurs. Voilà, quelques fleurs de noces. Et vous avez fait la Polynésie? Alors non, ça c'est... Mais qu'est-ce que ça vous ne croyez pas si bien dire. Parce que j'ai un gros projet. Je voudrais aller à la rencontre des ethnies lointaines et reculées de Polynésie. Ça, c'est pour un projet important. Mais j'espère le faire avec un musicien du monde. Un ukulélé avec toutes les musiques du monde et qui, lui, évidemment, explorerait les instruments et la musique et la musicologie des tribus reculées. Se relie quelque part. C'est une transmission. C'est un moyen sacré de se connecter au monde. Voilà, de communiquer avec le sacré, de communication. Exactement. Et les vibrations rentrent dans notre corps. Tout à fait, au-delà du mental. Alors là, j'adorerais vivre peinte et nue. Avec des tribus. Je voudrais vivre peinte et nue, et faire de la musique, et chanter, et improviser, Dans la troisième partie. Avec des grands colliers tribales. Vous n'avez pas déjà fait ça? À ce point-là. Dans des vies antérieures. Oui, voilà.
dans des endroits très reculés où on vit encore de manière première, j'ai envie de dire. Mais essentiel finalement. Oui, voilà. Vous m'avez parlé de ce chaman fort sympathique et âgé, et vous m'avez parlé d'un marabout, donc c'était quoi l'histoire en Afrique avec le marabout? Alors là, il y a une très belle histoire aussi. Alors, il y a plusieurs marabouts, plusieurs façons de faire, bien sûr, selon les ethnies. Mais donc, j'avais tu as parcouru l'Afrique. Oui. D'accord. J'ai parcouru l'Afrique pendant 1 an, toute seule, avec mon sac à dos. Et alors là, pareil, mais oui. Et pas puis, de maladie. Non, pas de maladie, rien. Alors je mangeais, je ne buvais pas de l'eau, évidemment. Ça, je mettais des petites micro-cures, voilà. Et je mangeais pas de viande. Qu'est-ce qui t'a appelé quelque part ça m'a appelé vers l'Afrique, hein, c'était, mais alors, j'avais besoin de me connecter à la terre et de danser, parce qu'on a fait des rituels, par exemple au Bénin, au Togo, pour faire venir la pluie. Il ne pleuvait tellement pas. Un jour, j'arrive en bus, je vois toutes les femmes habillées en blanc et qui dansaient, qui chantaient. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, il faut danser pour faire venir la pluie. C'est très important. On a dansé toute la nuit pour faire venir la pluie. Et le lendemain, très tôt, avant l'aube, la pluie, il y a un orage qui a éclaté, il a plu. Ça faisait au moins 5 mois qu'il n'avait pas plu. Alors là, c'est troublant. Vous me ramenez là-bas, je chante, il pleut. C'est un autre domaine. Et là, au Burkina Faso, il y avait un marabout qui était très étonnant. Lui, en fait, il lisait les réponses à vos questions dans le sable avec des coris. Ah oui, ça c'est beaucoup. Oui, voilà, les petits coquillages. Beaucoup, et alors donc, il voulait que ça soit une question, pas n'importe quelle question, que ça soit une très question. Pointu d'ailleurs. Oui, le très très fort. Il voulait que je me pose une question très forte. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Alors soit c'était sur l'amour, il fallait choisir un sujet, soit alors il voulait protéger mon voyage. Ça c'était pour lui très important. Donc je posais ma question et lui. Il mélangeait le sable, il lançait les courris, puis il baragouinait en je ne sais quelle langue. Comme ça, il avait l'air très grave, très connecté, il fallait pas le déranger. Il fumait quelque chose, je ne sais pas quoi. On voit quoi. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, et tac, il avait la réponse, et là, il disait exactement. Donc il était un petit peu en transe quand même. Oui, il sortait exactement. Exactement. Et là, il fallait faire un sacrifice. Ah oui. C'est-à-dire que là, il fallait faire une offrande, en gros. C'était une offrande. Vous n'avez pas tué une poule. Ah ben si. Oh non. Si. Mais c'était pour offrir à une femme qui avait faim pour sa famille. Donc c'est comme si vous arrivez avec un poulet pour quelqu'un. Déjà tué. Voilà. Ça passe mieux. Mais c'est vrai que cette notion de sacrifice, moi, quand même, me dérange un petit peu. Alors, c'était une offrande aussi. C'était pas forcément. Ça peut être des coris que tu offres à quelqu'un. Mais d'accord. Un mètre de tissu. Yana, elle entend bien, mais écoutez donc. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté sacrificiel, moi, qui me dérange, qui est quand même beaucoup utilisé en Afrique dans les rituels. Le sang. Et le sang, voilà, parce que le sang, quelque part, c'est l'énergie de la vie. Et souvent, on donne le sang aux esprits malins pour apaiser les esprits malins. Donc, c'est quand même des rituels, pour moi, un peu spéciaux, quand même. Ce que j'ai retrouvé à Bali, moi, dans mes voyages aussi, où j'ai rencontré une médium comme ça qui s'incorporait. Et là-bas, ils font des rituels incroyables, où en état modifié de conscience, même si vous êtes européen, français, etc., vous ne pouvez pas ne pas rentrer dans la transe. Et ils égorgent des poulets. Enfin, j'ai pas fait ça. Mais on boit, tout le monde boit le sang. On arrive dans des choses quand même très spéciales. Quand même, mais eux, ils différencient vraiment la magie blanche, c'est-à-dire la magie qui est pour te faire du bien et te protéger et protéger ton entourage. Alors la magie noire, moi j'en ai même pas entendu parler, je voulais pas en entendre parler. Ben oui, mais il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire, comme disait l'autre, il y a que de la magie grise. Il n'y a pas de magie. En fait, la magie, quelque part, est une énergie primordiale et ça va être soit j'ai mis une intention quelque part de positif et je crée la magie blanche, soit j'ai mis une intention de négatif et je crée la magie noire. Oui, mais je me mets en fait, c'est la même source. Je me mets à la place de la poule. Pour elle, c'est vraiment pas de la magie blanche. Il y a quand même un petit être vivant qui est tué dans l'affaire. C'est sûr. Donc ça peut pas quand même appeler une symbolique quand même assez ça peut pas spéciale avec le sang. Ça peut pas appeler de bonnes énergies. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, là, ça m'a pas dérangé parce que elle était à offrir à une famille qui avait faim. Elle devait y passer de toute façon. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon. Moi, j'ai entendu aussi, pour aller plus loin, qu'on dit que la poule, que l'animal est d'accord pour se sacrifier. Et quelque part, ça, c'est à Bali qu'on va parler de ça, que l'animal, justement, c'est lui permettre, en le sacrifiant, de le réincarner dans quelque part une dimension supérieure. Ah ouais. Oui, donc on va encore plus loin. Enfin, on trouve des arrangements peut-être aussi pour que ça passe. Mais alors, ce qui était vraiment drôle, c'est que je devais le lendemain
trouver une poule. Je devais acheter une poule et moi j'aime pas trop toucher les poules, je devais l'acheter et elle courait, j'arrivais pas à la tenir. Ensuite je devais trouver du lait, ce qui n'était pas évident à trouver parce que les poules. Voilà, parce que les bergers peuls n'étaient pas encore arrivés au village et ils étaient en transhumance. Pourquoi elle était déjà morte l'autre poule? Il fallait remplacer l'autre poule, je ne comprends pas. Non, mais il fallait au début les poules elles sont vivantes. Ah, c'était à vous de trouver la poule? Oui, pour faire le sacrifice. Voilà, pour faire le sacrifice, quelqu'un le faisait. Parce qu'après on le donnait à la famille. Mais alors justement le sang de la poule, il le donnait à la terre ou il faisait oui, c'est ça. Ils le donnent à la terre et ensuite ils offrent la poule à la famille. C'est pour offrir aux esprits. Exactement. Et nourrir les esprits. Exactement. De la terre. C'est ça. Les esprits de la terre, mais les esprits du monde entier. Enfin, d'un les autre esprits côté, africains. Je comprends les bien. Esprits, c'est leur rituel. Voilà. C'est leur façon. Moi, j'ai pas émis de jugement. J'ai pris ça. Regardez l'Église catholique. Il y a le sang du Christ et le corps du Christ. Mais tout à fait, c'est le sang, c'est comme la symbolique de la vie. C'est la vie, exactement. C'est le sacrifice. Du sang, et c'est vrai qu'on retrouve en effet dans toute la religion catholique ce sacrifice, le péché mortel, la culpabilité quelque part aussi. C'est lié aussi à la Pâque juive. Et le sacrifice. L'agneau, le bouquet pascal, etc. On va pas faire toute l'histoire parce que justement c'est pas histoire, c'est géographie. La géographie spirituelle. Alors, vous voulez toujours voyager, c'est ça qui me sidère. Hein. Vous voulez toujours continuer d'avoir des expériences. Je comprends cet appel du voyage. Vous ne voulez pas poser vos valises, et pourtant vous vous connaissez à 100%. Maintenant, là, on vous voit épanoui, c'est ça que j'essayais de dire. Oui, le voyage n'est pas, c'est parce qu'on n'est pas épanoui, on fuit quelque chose et on part. Non, c'est pas ça. On est plein de soi. Ici, j'ancre les choses, je m'enracine, je fais des spectacles. Et après, hop, on repart. Et oui, au bout d'un moment, il y a un projet qui m'appelle, un projet aussi qui mêle nourriture, qui mêle livres, exposition photo, exactement. Voilà. Et puis comédienne. Et je me dis quand je vais revenir par exemple de Polynésie ou quand je vais revenir, il y aura d'autres expériences. Voilà, il y aura un autre livre, il y aura une exposition photo, il y aura un spectacle, peut-être des cours pour les enfants. Il y aura toutes sortes de choses qui font qu'à un moment ça se partage et ça se partage dans la vibration du vivant parce qu'un artiste de scène il va donner par son expérience vécue, c'est-à-dire que l'acteur il est là de chair et d'os et c'est ces émotions qui vont éveiller l'autre, le public, la personne qui est en face. Je vois bien. Parce que c'est différent de lire un livre que tout d'un coup voir quelque chose et sentir dans son corps parce que le spectateur à ce moment-là il est dans son imaginaire, il est dans sa sensation, il est tout seul dans le noir, sa femme à côté le voit pas et ça se trouve il pleure ou il rit mais il est avec lui-même dans l'émotion. Il y a déjà vos livres qui sont parfaits. Dans vos spectacles, il y a de la musique? Oui. Musique ethnique qui viennent des différentes contrées ou alors, non? Une fois là pour les Tribulations, c'était un compositeur qui nous a composé des musiques du monde par moment. Et là, je travaille donc avec un musicien du monde du grand monde. Qui crée rien que pour vous, d'accord. Mais bien sûr. Dites alors, vous avez 18 ans, c'est parfait, on se promène avec le sac à dos, on est en pleine forme. Mais on a toujours 18 ans. Mais oui, le cœur, c'est l'âge du cœur, Annabelle, n'est-ce pas? Mais voilà, l'amour du cœur a toujours 18 ans. Il y en a là. Quand vous aurez 80 ans de plus, vous voulez toujours voyager? Ce qui fait le propre des grands voyageurs, c'est que jamais ils ne s'arrêtent. Tous. Alexandra David-Nel, une des grandes voyageuses, évidemment, qui a traduit les textes bouddhiques, elle a refait son passeport à 100 ans. Elle a refait son passeport au cas où, pour retourner au Tibet, pour retourner en Inde. Et son premier voyage a duré 14 ans. Est-ce que vous pouvez me préciser si tous ces voyages que vous allez continuer sont finalement, aussi bizarre que ça puisse paraître, un voyage intérieur? C'est une évidence. Ça ne peut pas ne pas être un voyage intérieur. C'est juste ça, oui. Ça Ça coûterait moins cher de le faire en méditation dans un cloître, non? Bien sûr. Non. Mais bien sûr, ça ne passerait pas par l'expérience de la corporalité. Alors peut-être, j'avoue que je n'en suis pas encore là. Comme certains sadhus qui méditent en Inde et qui ne prononcent que Om depuis 5 ans, ils n'ont plus besoin de voyager. Je n'en suis pas encore là dans mon karma. Alors vous en êtes où Yana, vous en êtes où? Vous avez toujours besoin de vibrer. Oui, voilà. De vibrer, ça c'est sûr. C'est le bon terme. Mais je crois qu'un artiste en général a besoin de s'inspirer, a besoin de faire des rencontres amicales, des partages artistiques comme nous quand on s'est rencontrés pour travailler. Vous avez besoin de communiquer, de créer, de transmettre. De transmettre. Et au niveau spiritualité,
intérieur, vous avez conscience d'un dieu, de plusieurs dieux, des esprits, qu'est-ce que vous avez vécu? Alors moi, je pense que c'est très particulier et je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Vous avez parlé de réincarnation. Alors, je n'ai pas une croyance fixe. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, ça y est, maintenant, je dis des mantras tibétains et je les dis tous les jours, ou je deviens bouddhiste zazen ou zen. Et ce n'est pas mon chemin. Donc je suis consciente que ce n'est pas mon chemin. C'est-à-dire que moi, je vais glaner. Je suis dans le syncrétisme. C'est qu'un jour, je vais dire des mantras hindous ou bouddhiques parce que ça va me faire du bien, parce qu'effectivement, il y a des sonorités de guérison. Le lendemain, je vais faire de la méditation zen, faire le vide. Après, je vais faire de la visualisation créatrice. Un autre jour, voilà, la voie de l'universel. Exactement. Moi, c'est comme ça que ça me... C'est pas lié à votre position géographique du moment, ou si vous êtes en Asie, vous allez être bouddhiste. Moi, je peux aller dans une mosquée et m'asseoir en tailleur et dans ma tête dire un mantra bouddhique. C'est-à-dire que je peux être dans une église et puis faire de la méditation. On est dissocié de toute façon. Non, c'est le même principe. Ce que j'aime bien dans les lieux sacrés, justement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ce silence et cette beauté, souvent, alors parfois à tort, dans le sens où on a fait souffrir beaucoup de gens pour faire des belles églises ou des beaux temples. Oui, mais pas des poules. Mais en tout cas, il reste cette beauté. Les temples et les églises ne sont pas construites non plus innocemment. Ce sont des lieux qui sont chargés, la géométrie sacrée, qui sont construits aussi sur des points telluriques importants, sur des anciens lieux juridiques, etc. Donc on est quand même dans une recherche de l'énergie qui nous ramène à l'énergie du cosmos, de toute façon, en permanence. Oui, et puis les cathédrales ont des livres ouverts pour donner la bonne parole. Tout à fait. Et puis suivant le nombre d'or, cette espèce d'harmonie de la géométrie aussi qui permet de rentrer en résonance finalement avec l'univers, le tout, la nature, les éléments et qui nous sommes. Mais là, ce n'était pas trop le principe de voyager autour des différents continents, c'était pas de visiter les différents lieux de culte, c'était se marier, c'était surtout Alors dans ce livre-là, c'était pas pour me marier, là c'était vraiment découvrir le monde. Et effectivement, dans le monde, il y a beaucoup de lieux de culte. Étant attirée par le spirituel, j'étais aussi attirée par les lieux de culte, mais comme aussi je pouvais être attirée par un griot qui me racontait pendant toute une soirée, un conteur africain qui me racontait des histoires incroyables de la formation de l'univers. Par exemple, chez les Dogons, ils pensent qu'il y a le dieu rouge, il y a le dieu noir. Très évolué les Dogons. C'est incroyable. Ils racontent en fait, les légendes, c'est ça, c'est raconter leur cosmogonie, comment est né leur monde. Soit ils sont enclavés dans une falaise, et puis les règles à respecter, comment les dieux se sont fâchés à un moment. Il y a toujours une histoire quelque chose qui se passe mal, les dieux se fâchent contre les humains. Et ça, c'est universel. Et c'est à cause de la femme, souvent. Alors ça, c'est très révoltant, faut pas nous dire ça. C'est pas vrai. Que serait l'homme sans la femme, en fait? Rien, mais réciproquement. Et voilà. On continue sur votre spiritualité parce que là, c'est la fin de l'émission. Oui, chez Annabelle. Le temps passe si vite, quelque part. Et moi, j'ai vraiment le sentiment Alors, il y a le sentiment de quoi? Que Dieu existe, au moins? Alors, moi, je le nommerais pas comme ça. Pour moi, c'est une énergie. Une énergie. C'est pas un dieu. C'est pas un dieu monothéiste ou polythéiste comme dans d'autres cultures. C'est vraiment l'énergie de l'univers. Créatrice? Oui. C'est l'énergie. J'essaie de savoir l'énergie. L'énergie de l'univers, et nous, en effet, on a le cœur. Le cœur vibre, les mêmes vibrations que la Terre, les mêmes vibrations que le cosmos, et on est tous ensemble là, et on a des présciences de ce qui se passe, on est reliés, on a le chakra ici, complètement ouvert, qui est relié aux forces de l'univers. Et en fait, moi, je trouve qu'on est les messagers entre ciel et terre. C'est-à-dire que si on fait bien notre rôle d'être humain, on a les pieds très forts dans la terre, on peut même voir les racines rouges qui plongent dans la terre, on a la tête reliée aux étoiles, et là, on a un pouvoir. On est tous des médiums. Incroyable, mais oui. On est tous des arbres, là, j'ai l'impression. Mais oui, mais on est des arbres. Mais dans la tradition chamanique, l'arbre représente justement cette forme de verticalité qui relie le ciel et la terre. Et quand on se connecte à l'énergie de l'arbre, justement, on revit cette verticalité à l'intérieur de nous qui nous permet d'aller encore plus haut, finalement, dans l'espace du divin, dans le ciel, et d'aller encore plus ancré dans la terre. Et plus je vais être ancré dans ma terre, et plus je vais pouvoir m'élever dans le ciel. La symbole de l'arbre, elle est magnifique. Comme celle de la maison. Mais les fleurs poussent. Non, et là, tout est possible. Et tout est possible. Et en fait, je crois, pour moi, c'est le secret d'être heureux et dans l'instant présent. C'est-à-dire que les fleurs poussent. Joyeux. Les fleurs poussent. Les fleurs poussent.
Ça veut dire que c'est Dieu qui les fait, c'est l'énergie qui les fait pousser. Mais oui, c'est magique, c'est complètement magique. On a beau expliquer, par exemple, par la Tout est science, énergie, la naissance d'un enfant, je crois que c'est magique. La naissance d'un projet qu'on a rêvé, on y a cru, on a rêvé, et tout d'un coup, ça devient un livre. Cette matérialisation de nos rêves, je crois qu'il n'y a rien de plus beau sur Terre. Enfin, pour moi, en tant que femme et en tant qu'artiste. Et là, vous réalisez vos rêves. Oui, je vis, et j'invite les jeunes, j'invite les êtres qui nous écoutent de tout âge à réaliser leurs rêves, parce que ça, vraiment, c'est la chose qui peut nous rendre très heureux. Oui. Osons la vie, osons la vie. On n'a rien à perdre, on est là pour passer. Profitons-en. Prenons quand même une bonne assurance vie. On n'est que de passage et tout est possible. Alors profitons-en, chaque instant est vibrant. Et tout à fait. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est moins réincarnationniste que le début, ça, c'est parfait. Profitons de l'instant présent et notre présence sur Terre dans cette vie-là. Déjà, on ne sait pas après. De cette matière qui nous offre tellement de choses à expérimenter, justement. Mais oui. Alors, merci pour cette matière fabuleuse que nous avez offert Annabelle. Nous étions dans un magnifique studio. Entouré par les Bouddhas. Et protégé, je crois, et inspiré. Voilà, je ramènerai un crucifix la prochaine fois. Non, la mortification. Très beau, vous allez voir. Merci Yana. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et merci Annabelle. Avec grand plaisir. Bonne route. Oui, vous allez prendre la route Oui, mais enfin, c'est vous qui prenez l'avion, la roulotte, la caravane. À très bientôt. À très bientôt. Merci.